une success story, puisque jusqu'à présent, et avec quelques difficultés, et j'espère que ça va se poursuivre, puisque l'origine de l'initiative, et ce sera d'ailleurs ma première partie, je vous parlerai de l'origine, c'est un petit groupe de juristes français réunis, on a peut-être entendu parler, dans ce qu'on appelle le Club des juristes, qui est une association, un think tank. On a fait cette proposition en 2015, on l'a un petit peu peaufinée et développée en 2017. Je vais revenir sur ces différentes étapes. On a rédigé en 2017 un projet de texte et aujourd'hui, le texte est à l'ONU. Le texte est à l'ONU, il est en cours de négociation entre les États. Enfin, l'idée, en tout cas, qui est derrière le texte. Et donc, le projet avance, mais il se heurte à des difficultés parce que des États sont réticents. On a beaucoup d'États qui sont assez ouverts à l'idée d'impact mondial, mais quelques États bloquent le processus. Et des États non négligeables, vous vous en doutez, les États-Unis, la Russie, le Brésil actuel. Et du coup, il est fondamental pour le succès de cette initiative, et c'est pour ça que je me réjouis de cette conférence, parce que c'est l'occasion de participer à ça, il est absolument fondamental pour nous qu'il y ait une mobilisation de la société civile pour mettre la pression sur les États. Parce que la pression de la société civile, c'est-à-dire des citoyens, des ONG, de vous, ne suffit pas, évidemment, à elle seule. Ça n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire pour le succès de ce type de texte, et puis pour avoir des textes ambitieux, parce que, évidemment, déjà que les négociations sont difficiles entre les États, si en plus ils sentent qu'il n'y a pas de vraie demande de la société civile, les États qui sont résistants, évidemment, ont le dessus dans les négociations. Ils ont beau jeu de dire, regardez, même les ONG ne le demandent pas, même les citoyens ne le demandent pas. Donc, il est essentiel, c'est une condition au moins nécessaire d'avoir cette mobilisation. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravi qu'on ait un grand nombre d'inscrits, un grand nombre de personnes connectées. L'idée en introduction, simplement, très rapidement, mais déjà Alexandre l'a dit, quelle est l'idée de ce pacte? Ce serait un de ces textes fondateurs qu'on connaît bien, court, un peu totémique, avec quelques articles peu nombreux, 10, 15, 20 maximum, qui consacreraient des droits et des devoirs, des grands principes généraux en matière d'environnement, un peu à la manière de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des textes qui ont suivi. Et pourquoi l'idée est venue de ce texte? Vous savez, on parle beaucoup de la troisième génération de droits de l'homme. C'est un peu cette idée de troisième génération. Tous les juristes, il y a sans doute beaucoup de juristes connectés le savent, hein. C'est toujours d'ailleurs difficile de trouver le juste milieu dans ce qu'on dit, parce que peut-être que j'enfonce des portes ouvertes pour beaucoup d'entre vous, mais pour tous les non-juristes, c'est important de savoir qu'il y a cette idée de trois générations de droits de l'homme. La première génération, c'était les droits civils et politiques, ceux qu'on a consacrés en France en 1789, et qu'on retrouve dans un pacte international, le pacte international de 1966 sur les droits civils et politiques. C'est la liberté d'association, la liberté de réunion, etc. Et puis de circulation. Et deuxième génération, ce sont les droits économiques et sociaux, droit à la santé, droit du travail, droit à l'emploi, droit syndical, droit à la santé, Dieu sait si c'est important en ce moment, hein, dans la période qu'on traverse. Et en France, on les a consacrés dans la Constitution de 1946, dans son préambule plus précisément, et sur le plan international, on les a consacrés dans un deuxième pacte international de 1966, relatif aux droits culturels, économiques et sociaux, et puis on a cette troisième génération des droits de l'homme, les droits environnementaux. Et il n'y a pas, pour le moment, sur le plan international, de pacte international sur les droits environnementaux. D'où l'idée du troisième pacte, le pacte international sur l'environnement, le pacte mondial pour l'environnement qu'on a proposé. En France, sur le plan interne, vous savez qu'on a la charte constitutionnelle
de l'environnement de 2004 qui a consacré, elle, sur le plan constitutionnel, mais sur le plan constitutionnel seulement, ces droits environnementaux. Donc, ça, c'est l'idée. Alors, pour vous présenter les origines, le développement de ce pacte, j'aurai donc 4 points. Je ne suivrai pas le plan traditionnel qu'on a dans toutes les facs de droit, en 2 parties, 2 sous-parties. Ici, c'est 4 points. J'ai un peu hésité parce qu'on aurait pu les regrouper en 2 parties pour les 2 premiers. Bon, mais je me suis dit, on va suivre un déroulement plus simple, 4 points. Premièrement, l'origine historique, d'où vient ce pacte. Deuxièmement, les raisons. Pourquoi a-t-on besoin d'un pacte ? Pourquoi ce pacte peut être utile. Troisièmement, quelques mots sur le contenu possible de ce pacte. Que pourrait-on mettre dans un pacte, étant entendu que nous avons rédigé, les juristes, je vais en dire un mot, un premier projet, mais c'est juste un premier draft, comme on dit, qui peut être complété, amendé, qui doit même être complété, amendé. Donc la discussion est très ouverte sur le contenu du pacte. Et puis, 4e point, un peu conclusif, les perspectives possibles, les perspectives pour ce pacte, où on en est, où en est-on à l'ONU notamment, et aussi le rôle possible que vous pouvez avoir pour soutenir le pacte si vous le souhaitez. Alors, premièrement, d'abord, donc, les origines de l'idée du pacte. Ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que ce n'est pas une idée nouvelle. L'idée d'un pacte mondial pour l'environnement, elle existe sur la scène internationale depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que les juristes appellent à la consécration dans un grand texte fondateur de ce type des principes généraux en matière d'environnement. On retrouve cette idée d'abord en 1987 dans le rapport Brundtland, qui est un rapport fameux et connu pour ceux qui sont familiers du sujet du droit international de l'environnement. 1987, c'est ce rapport qui est un peu annonciateur du sommet de Rio, le grand sommet de la Terre. C'est un rapport vraiment clé dans le développement du droit international de l'environnement. Et ce rapport contient la proposition d'une convention reconnaissant internationale consacrant les principes fondamentaux. Et il comporte même en annexe, je vous invite, avec Internet, c'est formidable, on trouve ça tout de suite maintenant, je vous invite à aller sur Internet, vous allez très vite trouver ce rapport et vous allez voir la première annexe qui est une sorte de préfiguration du Pacte mondial pour l'environnement. C'est une liste des grands principes qui pourraient être consacrés dans un pacte mondial pour l'environnement, avec d'ailleurs, on a la composition de la commission de juristes qui avait contribué à la rédaction de ce texte, et on trouve de grands noms, bon, je passe le détail, mais si vous voulez, c'est pour dire que aujourd'hui, nous les juristes d'aujourd'hui, on a un petit peu le sentiment d'être débiteurs de quelque chose vis-à-vis de ces personnes qui nous ont précédés. Ils ont passé le relais, en fait. Et aujourd'hui, on porte quelque chose qu'ils ont déjà commencé. Et quand on a rédigé en 2017 un projet de pacte, très concrètement, on est allé regarder ce qui avait été rédigé en 87 et on s'en est inspiré. Moi, j'avais l'impression de tremper ma plume dans l'encre du rapport Brundtland. Donc, 87, rapport Brundtland. En 1995, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, petit mot pour le cas où certains d'entre vous ne le sauraient pas, c'est la plus grande et la plus importante de toutes les organisations internationales en matière d'environnement, qui présente un caractère hybride, elle est tout à fait hors norme, sui generis, puisque c'est à la fois et surtout une ONG, composée de citoyens, de scientifiques, de juristes, etc., mais c'est aussi une organisation gouvernementale, composée d'États. La France en est membre, les États-Unis en sont membres. Donc, on a à la fois des États et des citoyens qui sont membres de cette ONG, donc l'UICN. Et l'UICN a proposé en 1995 un projet de pacte pour l'environnement, le International Covenant. Il n'a jamais été traduit en français. International Covenant for the Environment and Development. Et donc, en 2015, petite étape intermédiaire, donc avant 2017, on a rédigé un pacte. En 2015, on a fait la proposition
on a repris le flambeau avec donc ce petit groupe de juristes, c'est la commission environnement du club des juristes, que j'ai l'honneur de présider. Et on a rédigé en 2015 un rapport, alors plus global, hein, c'était un rapport d'ailleurs, je vous invite aussi, si vous vous intéressez, si vous voulez aller plus loin, hein, dans la rubrique pour aller plus loin, à jeter un œil sur ce rapport qui est disponible en ligne sur différents sites, le site du Pacte, d'ailleurs il ne faut pas que j'oublie de vous donner les références du site du Pacte, hein, bien sûr, et sur le site du Club des juristes. Et donc, ce rapport plus global faisait une sorte d'état des lieux sur le droit international de l'environnement. Pourquoi ? Parce que 2015, c'était la COP 21 à Paris, et on se disait, bon, ben, c'est très bien, on est très fiers, nous les Français, d'accueillir le monde entier qui vient à Paris pour signer un nouveau traité international. Bon, on est peut-être en droit, du coup, de se demander, les traités internationaux, mais est-ce que ça fonctionne en matière d'environnement? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace? Et là, petite parenthèse, je surveille un peu le timing, je ne veux pas être trop bavard non plus, hein, mais je crois qu'on a 1 heure et demie. Donc, bon, je fais la petite parenthèse, cette petite incidence sur le commentaire de ce rapport, parce que le pacte mondial en découle un peu aussi dans notre esprit. Le rapport fait un bilan un peu mitigé sur le droit international. Il y a des aspects positifs aussi, hein, mais bon, je passe. Disons, du point de vue de ce qui ne va pas, on relève 2 difficultés dans l'élaboration d'abord des traités internationaux et puis ensuite dans leur application, leur mise en œuvre. Dans l'élaboration, ce qu'on constate, c'est que le processus de décision à l'échelon international est très compliqué. On décide à 193 États avec la règle selon laquelle un État égale une voix. Et ça, avec la souveraineté. Et ça, c'est une cause de paralysie, de lourdeur, d'échec, comme le sommet de Copenhague. Hein, on sortait de l'échec du sommet de Copenhague en 2009. Et c'est une cause aussi de rabaissement des ambitions. Parce que pour avoir tout le monde à bord, c'est un peu le cas de l'accord de Paris quelque part, même si c'est un accord fabuleux, mais pour avoir tout le monde à bord, pour qu'il soit universel, il a fallu avoir un traité un peu moins contraignant, un peu moins ambitieux. Et du coup, il y a cette espèce de terrible dilemme de la négociation et du processus de fabrication des traités. Il faut choisir, c'est soit universel mais peu ambitieux, soit ambitieux mais pas vraiment universel, tout le monde ne signe pas et tout le monde n'est pas à bord. Ça, c'est une grande difficulté plus largement du droit international. Et évidemment, on en souffre en droit de l'environnement. D'ailleurs, je disais l'autre jour un mot de conclusion, on me demandait, dans un autre webinaire d'ailleurs, me demandait s'il fallait faire une seule proposition pour améliorer la gouvernance mondiale de l'environnement, mais la gouvernance mondiale tout court. Je crois qu'il y a beaucoup à faire dans la règle de décision. Il y a une règle en démocratie, c'est la majorité. Voilà. Alors évidemment, je sais bien que c'est pour le moment très compliqué, qu'il faut matiner cette règle de majorité d'autres facteurs, le poids économique, le poids démographique. Mais enfin, et on le voit d'ailleurs pour le pacte aujourd'hui, c'est quand même pas normal que quelques États bloquent un processus et empêchent d'avancer. Donc première difficulté sur le plan du droit international, processus de négociation, donc l'élaboration des traités. Deuxième difficulté dans l'application, dans la mise en œuvre, parce que le droit international, par définition, n'est jamais très contraignant, il y a peu de sanctions, la justice, l'intervention d'un juge sur le plan international, c'est une option, elle est optionnelle, et parce qu'avec le principe de souveraineté, les États peuvent décider à tout moment de quitter le navire. Et regardez, c'est ce que font les États-Unis avec l'accord de Paris. Bref, donc des difficultés aussi, même à supposer qu'on arrive à signer un traité, et un traité ambitieux, des difficultés dans la mise en œuvre. Et bon, à partir de là, de ce diagnostic, on fait toute une série de propositions diverses et variées. Je n'ai pas le temps et ce n'est pas l'objet de notre conférence de les évoquer. Et parmi ces propositions, un pacte mondial pour l'environnement. Juste un mot pour dire que le fil rouge, le fil directeur de toutes ces propositions, c'est renforcer la place des citoyens, des individus, sur la scène internationale. C'est un mouvement d'ailleurs de fond hein, qui a déjà des traductions concrètes, mais c'est sans doute la bonne direction.
Le moment est vraiment venu de renforcer la place des citoyens, de leur donner voix au chapitre sur la scène internationale. Et on voit bien à quel point les citoyens et les ONG, d'ailleurs c'est ce que je disais en commençant, peuvent aider pour chacune des difficultés que je mentionnais. Ils peuvent aider pour l'élaboration parce qu'ils jouent le rôle d'aiguillon pour inciter les États à aller plus loin et à adopter des textes plus ambitieux. Et ils jouent un rôle aussi pour l'application parce qu'ils peuvent jouer le rôle de gardien, de veiller à ce que les États respectent leurs promesses, et y compris en saisissant des juridictions. Enfin, il y a tout un pan de propositions à faire dans ce domaine. Donc, rôle des citoyens sur la scène internationale, avec l'idée que notre bon vieux droit international du 19e siècle était fait pour les États et par les États, et laissait peu de place aux citoyens qui n'étaient même pas considérés, et c'est encore d'ailleurs discuté, comme des sujets du droit du point de vue du droit international. Et donc, cette proposition 2015, le Pacte mondial pour l'environnement, qui est repris ensuite en 2017. J'ai été un petit peu trop long dans cette partie historique, mais c'est pour aussi donner une idée de la philosophie qui inspire tout ce qui est derrière le pacte. Donc. Et en 2017, avec Laurent Fabius, alors donc président du Conseil constitutionnel et ancien président de la COP 21, nous décidons de lancer l'idée du pacte mondial qu'on avait proposé, et là de rédiger un texte et de le proposer aux États. On se met autour d'une table, on lance toute une phase d'échange avec une centaine de juristes, un réseau international de juristes, pendant 6 mois, des échanges avec différentes consultations, et on arrive à ce texte que, en juin 2017, on propose, dans un grand colloque de lancement du Pacte mondial pour l'environnement, et qu'on propose donc au président Macron, qui lui venait tout juste d'être élu président de la République. Et donc on fait ce grand colloque avec des invités prestigieux, Arnold Schwarzenegger, Ban Ki-moon, il y avait Nicolas Hulot, et on propose le pacte mondial. Et le président Macron aurait pu conclure, il avait accepté de venir faire le discours de clôture. Il est très heureux qu'il fasse le discours de clôture. Il aurait pu conclure en disant je vous remercie, c'est une bonne idée, on va y réfléchir, bon courage et au revoir. Et il a conclu le colloque en annonçant solennellement que la France avait décidé de porter le pacte mondial devant l'ONU. Et là, ça a été le tournant et on est passé à la phase onusienne. Je passe quelques étapes. Le président Macron a effectivement porté le pacte devant l'ONU. Il y a eu une réunion en septembre à l'Assemblée, en parallèle de l'Assemblée générale de l'ONU. Et après un travail formidable de négociation diplomatique, l'Assemblée générale des Nations unies, le 10 mai 2018, donc il y a à peine 2 ans, tout ça est très frais, a voté une résolution qui s'appelle « Vers un pacte mondial pour l'environnement ». Et qui est donc notre résolution, celle à laquelle on s'accroche, celle que j'ai encadrée dans mon bureau, et qui ouvre des négociations. Attention, c'est juste une résolution procédurale. Elle lance une procédure de négociation, elle préjuge de rien. C'est là d'ailleurs que j'ai découvert, pour ma part, je ne suis pas internationaliste, je suis interniste si on veut, enfin je suis praticien, je suis avocat, mais bon, donc je découvre un peu tout ça en plus, honnêtement. Mais j'ai découvert la lenteur, ça s'explique, il y a 193 États, mais bon, la lenteur des processus onusiens. Donc il y a eu d'abord un rapport qui a été fait sur le sujet par le secrétaire général de l'ONU, puis des réunions. Et tout ça donc, a abouti à un cycle de négociations à Nairobi. Nairobi, c'est le siège du PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est en schématisant l'agence spécialisée des Nations Unies en matière d'environnement. Elle a son siège à Nairobi. C'est là que se sont tenues donc 3 sessions de négociation des États. Je passe le détail, je pourrais y revenir à la fin si vous voulez, quand on parlera vraiment des perspectives de l'ONU. Mais bon, du coup, le résultat a été assez maigre. Il y a eu une très virulente opposition de quelques grands États, j'allais dire minoritaires, parce que ce que j'oubliais de dire, c'est que la résolution de mai 2018, celle de l'Assemblée générale des Nations unies, elle a été adoptée par une extraordinaire majorité d'États, par 100, plus les chiffres en tête, de mémoire, je crois que c'est 143 États, et seulement 5 ou 6 États contre. Il y a eu 7 abstentions et puis des États qui n'ont pas voté. Donc on était plutôt parti avec beaucoup d'États qui avaient plutôt un a priori favorable à l'idée d'un texte de ce type. Mais donc à Nairobi,
forte mobilisation des États-Unis, de leurs alliés. J'ai découvert cette règle du consensus, la règle du consensus qui veut que dans ce genre d'enceinte, on adopte les textes au consensus et pas à la majorité, ce que je disais tout à l'heure. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que parfois, en fait, consensus veut dire unanimité. C'est-à-dire que tout dépend évidemment du poids, de l'importance et de la virulence de l'État qui s'oppose. Mais il suffit que quelques grands États puissants s'opposent et s'opposent de façon virulente pour que ça fasse capoter un processus. Donc on est arrivé à un compromis qui est l'idée d'une déclaration politique, selon les termes du compromis de Nairobi, on pourrait l'appeler comme ça, le compromis de Nairobi, une déclaration en se donnant quand même du temps. Et c'est là où il y a toute la subtilité. J'admire les diplomates du choix des termes et des calendriers. Parce qu'il n'a pas échappé qu'il y a une élection aux États-Unis à la fin de l'année, que beaucoup de choses peuvent se passer. Et donc que le calendrier est assez important. L'étape finale, j'anticipe un peu là en fait sur ce que je vais redire à la fin, mais l'étape finale, c'est pour l'adoption de cette déclaration, si elle doit être adoptée, c'est 2022, qui est le prochain sommet de la Terre. Je vais y revenir. Et puis il y a une étape intermédiaire qui est 2021 à Nairobi, qui sera l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, à ne pas confondre avec l'Assemblée générale des Nations Unies qui est à New York. L'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, c'est quoi? C'est l'organe délibérant du PNUE. Le PNUE, comme tout organe, un organe délibérant, c'est l'Assemblée générale du PNUE. Et en clair, c'est quoi? C'est la réunion de tous les ministres de l'environnement du monde. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Et qui se réunissent donc en février 2021 pour continuer à négocier cette déclaration. Voilà, donc on en est là et c'est l'état d'avancement du processus et voilà pour l'histoire. Alors, j'en viens à ma deuxième partie. Pourquoi un pacte? Les raisons du pacte. Alors, je pourrais être très long, mais je vois que l'heure tourne et que je risque d'être trop bavard sur les raisons de pourquoi faut-il un pacte. Je vais me contenter d'en donner 2 ou 3. Il y a d'abord une raison négative, c'est la lacune. Un tel texte n'existe pas. Voilà. Il n'existe pas pour le moment de tel texte. On a, en droit international, quand on regarde un petit peu le paysage des textes, il y a d'abord des déclarations politiques, il y en a. Il y a la fameuse déclaration de Rio de 1992. Avant elle, il y avait la déclaration de Stockholm en 1972. Et c'est très bien, ça crée effectivement un symbole, ces déclarations. Mais ce ne sont pas des textes juridiques. Ils ne sont pas legally binding, ils ne sont pas contraignants. Et donc, moi, en tant qu'avocat, je ne peux pas utiliser ces textes devant un juge. Je ne peux pas soulever la méconnaissance par une loi de la déclaration de Rio. Le juge, enfin en France, serait mort de rire. Je ne peux pas utiliser ces textes comme outils juridiques. Ce ne sont pas des armes de droit. Donc d'un côté, on a des déclarations avec des grands principes, mais pas obligatoires. Et d'un autre côté, on a des traités. On a même beaucoup en droit international de l'environnement. On compte à peu près 500 traités qui ont un lien plus ou moins direct avec l'environnement. Mais ces traités ont 2 caractéristiques. Premièrement, ils sont très sectoriels et deuxièmement, ils sont techniques. Ils sont sectoriels parce que ça a été l'approche depuis 20 ou 30 ans et je ne suis pas sûr qu'elle ait beaucoup réussi, même s'il y a des choses qui ont réussi, il y a quelques réussites bien sûr, mais c'est une approche au cas par cas. On a un problème, on adopte un traité. Donc, problème du climat, on a le traité sur le climat. Problème des forêts, on a un traité sur les forêts. Problème des déchets, on a un traité sur... Secteur par secteur, on a multiplié, il y a un kaléidoscope de traités. Donc, secteur par secteur. Et, au passage, à chaque fois qu'on a un traité, on crée une administration pour gérer le traité. Ça aussi, c'est un problème du droit international de l'environnement en général. Au passage, ce n'est pas notre pacte là, mais je lis, c'est une réflexion à avoir là-dessus. Tout à l'heure, je parlais de la règle de décision, majorité versus unanimité. Ça, c'est un deuxième sujet si on veut améliorer la gouvernance mondiale. Parce que ça veut dire que, par exemple, pour la Convention pour le climat, vous avez un secrétariat exécutif qui gère la Convention pour le climat, c'est 500 personnes à Bonn.
Il y a toute une administration, 500 personnes. Convention à Montréal pour la biodiversité, j'ai pas le mais là encore, il y a une administration. À chaque fois, on a une administration avec un problème donc, de fragmentation à la fois des normes, des traités, mais aussi fragmentation des administrations et du coup des difficultés de cohérence, des risques aussi d'ailleurs de perte de financement, des problèmes d'économie budgétaire, etc. Donc, je disais, un, sectoriel, deux, ces traités sont extrêmement techniques. Ils règlent des problèmes techniques. C'est d'ailleurs le drame du droit de l'environnement, quelque part, hein, même en droit interne. C'est un droit de technicien, il y a une conception technicienne du droit de l'environnement. On en a sans doute besoin. Mais c'est très marquant en droit international. Quand vous prenez, lisez l'accord de Paris. Est-ce que vous avez lu l'accord de Paris? Il faut être honnête, c'est difficile à lire, c'est compliqué, ce n'est pas des textes faits pour les citoyens. Ce qui nous manque, et c'est pour ça qu'on a donc une lacune, c'est ce genre de texte comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Un texte clair, court, simple, une sorte de décalogue qui puisse être accessible aux citoyens, qu'un citoyen puisse lire, qu'on puisse afficher dans les salles de classe. C'est ça l'idée du pacte. Parce qu'on a besoin de principes en droit. Ça, c'est un débat de juriste qu'on pourrait avoir, mais sur le rôle respectif des règles techniques d'un côté et des principes généraux de l'autre. Et moi, je suis convaincu, avec Portalis, d'ailleurs, qu'on pourrait citer à cette occasion, qu'on a besoin, bien sûr, de principes généraux. Et au fond, le droit international de l'environnement, aujourd'hui, c'est un petit peu comme si dans un pays, en droit interne, on avait des lois sectorielles, des lois techniques, mais pas de constitution. D'ailleurs, le projet de pacte se rattache très bien à ce courant du global constitutionalism, de l'idée que peu à peu, il faut aller vers des textes, disons, de nature constitutionnelle, même si on ne les appelle pas constitution. Ça fait penser au débat sur la Constitution pour l'Europe, qui avait le nom de la Constitution, mais qui était juridiquement un traité. D'ailleurs, c'était le cas de la Constitution des États-Unis au début. Ça a été ratifié par les États, c'était aussi, donc la distinction parfois est ambiguë. Mais bon, donc on a une lacune, ce type de texte n'existe pas, c'est la première raison, un peu négative. Deuxième raison, quand même plus positive, c'est l'utilité du pacte. On a besoin d'un pacte parce que c'est utile. Pourquoi ? Et c'est un peu la question d'ailleurs des principes généraux. À quoi ça sert? Parfois, certains nous disent oui, mais vos principes dans le pacte, pour le droit à l'environnement, c'est bien vague tout ça. À quoi ça sert? Quelle est l'utilité concrète? Mais c'est extrêmement utile. Nous, on a de la chance en Europe parce qu'on le sait. Tous les juristes européens savent que la Convention européenne des droits de l'homme, et je trouve que l'exemple est très pertinent, c'est exactement ce genre de mécanisme juridique, ce genre de texte. La Convention européenne des droits de l'homme a eu un impact très profond sur tous les systèmes juridiques des pays européens, très concret. Alors évidemment, ça prend du temps, l'impact que peut avoir ce type de texte. J'aime bien dire qu'on a adopté la CEDH en 1950, on ne s'est pas réveillé le matin du 1er janvier 1951 en se disant c'est magnifique, tout est beau, on a réglé tous les problèmes. Il a fallu des années de lois nouvelles, des années de jurisprudence, et ça continue encore aujourd'hui. Le mécanisme de ce genre de texte, pour être efficace, c'est que ça sédimente, ça fertilise en quelque sorte un système juridique, et peu à peu, d'année en année, grâce aux juges, grâce aux citoyens qui saisissent les juges, grâce aux législateurs qui s'inspirent de ces principes pour les mettre en œuvre, on crée une dynamique, et ensuite, effectivement, ça conduit. Il y a une double dynamique, ça conduit à de nouvelles lois, ici donc des nouvelles lois plus protectrices de l'environnement, et de nouvelles jurisprudences qui peu à peu, de cas en cas, viennent mieux protéger la nature. Et donc l'impact du pacte, si je puis dire, serait très concret, très pratique. Pour donner un ou deux exemples très concrets, si vous avez une propriété, un terrain qui est pollué par une entreprise, l'entreprise pollue votre terrain. Vous voulez faire une action en justice. Et je le dis en me déconnectant des règles techniques que certains d'entre vous connaissent sûrement, sur le droit des ICPE en France,
Disons, plaçons-nous de manière un petit peu générale, hypothèse d'école qui serait valable dans n'importe quel autre pays. Je suis un citoyen et puis une entreprise a pollué. Je veux attaquer cette entreprise parce qu'elle a pollué mon terrain. Pour attaquer quelqu'un, vous avez besoin d'une base juridique. Et par exemple, pour être légitime à attaquer cette entreprise, il faut que vous puissiez dire elle a violé mon droit. Et elle a violé quoi? Eh bien, vous pouvez dire elle a violé mon droit à un environnement sain. C'est la base juridique de votre action, le droit à l'environnement sain. Alors, c'est très bien dans les pays qui ont le droit à l'environnement sain. C'est le cas de la France. Pour la France, ça existe. Mais il n'existe pas dans beaucoup de pays. Et donc, le pacte permettrait de donner une base juridique à ce type d'action. Deuxième exemple, l'affaire Urgenda, dont vous avez peut-être entendu parler. L'affaire Urgenda, c'est donc cette affaire aux Pays-Bas dans laquelle des citoyens réunis dans une association qui s'appelait Urgenda ont obtenu la condamnation par un juge, au début première instance puis cour d'appel, la condamnation de l'État. Le juge a fait injonction à l'État néerlandais d'aller plus loin, d'adopter de nouvelles mesures plus efficaces en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avoir une politique climatique plus ambitieuse. Et quelle était la base juridique de cette action? L'article 2 de la CEDH, qui a été interprété, vous le savez peut-être, par la Cour européenne des droits de l'homme comme consacrant un droit à l'environnement sain. L'article 2, c'est le droit à la vie, et la Cour, dans une interprétation un peu constructive et ambitieuse, en a déduit l'existence d'un droit à l'environnement sain. Et donc, il est intéressant de voir, quand on essaye de se demander quel est l'effet d'impact, il est intéressant de voir que, prenez l'arrêt Urgenda, allez le lire, vous verrez, c'est pratiquement la seule base juridique de cet arrêt. C'est l'article 2 de la CEDH, le droit à un environnement sain. Voilà, donc un intérêt tout à fait réel pour ce type de texte. J'ajoute aussi l'utilité d'avoir un pacte à l'échelle mondiale, que ce soit un texte international. Parce que, on le voit bien, et d'ailleurs je viens de donner 2 exemples, tel ou tel article, tel ou tel droit peut exister déjà dans tel ou tel pays. En France, on reconnaît déjà le droit à l'environnement sain. En Allemagne, ils ne veulent pas en entendre parler, par exemple. C'est très compliqué dans le système juridique allemand d'avoir un droit subjectif à l'environnement sain. Il y a d'autres pays qui ont, la France c'est le cas d'ailleurs, le principe de non-régression, mais certains ne l'ont pas. Donc, l'intérêt d'avoir ce texte à l'échelle mondiale, un premier intérêt, c'est l'effet d'harmonisation, d'unification, de mettre en commun les valeurs, nos valeurs communes. Le droit porte des valeurs. C'est d'ailleurs toute la difficulté de construction d'un droit à l'échelle internationale, parce qu'il y a un nécessaire pluralisme des cultures. Comment se mettre d'accord sur du droit à l'échelle internationale avec ce pluralisme des cultures? Mais là, pour le coup, il y a une valeur qui, quand même, nous est facilement commune, c'est la protection de la planète. Et là, d'ailleurs, le droit de l'environnement, enfin l'environnement et la crise écologique, ça peut être une chance pour la gouvernance mondiale. C'est ici un exemple, hein, parce que c'est ce qui nous oblige à nous dire, là, on a quand même une valeur commune qui est universelle. Parfois, on s'interroge sur l'universalisme des valeurs. Là, on a une valeur universelle, la protection de la planète et de l'environnement. Donc, il y a matière à avoir un ensemble de valeurs et un catalogue de valeurs. Alors, il y a cet effet catalogue qui est important. On voit très bien en France la charte de l'environnement. Ça veut dire un ensemble de principes, pas juste le droit à l'environnement sain, point barre, mais tout un ensemble de principes, 5, 10, 15, qui se répondent les uns aux autres, qui créent une synergie, un effet catalogue, où on a un ensemble de principes qui vont ensemble. Et ça peut être très utile d'avoir ce genre de texte à l'échelle internationale. Un autre intérêt d'avoir un pacte à l'échelle mondiale, c'est le sujet hiérarchie des normes. Et c'est faire en sorte que
tel ou tel principe qui existe déjà. Hein, pour beaucoup des principes qu'on peut imaginer, ils existent, mais ils existent souvent dans de simples lois. Par exemple, le droit à l'environnement sain existe dans beaucoup d'États, mais uniquement au niveau de la loi. Et on voit bien que ce n'est pas la même chose d'avoir un principe dans la loi, ou de l'avoir dans la Constitution, ou de l'avoir même dans un traité international. Quelque part, on sanctuarise ces principes. Quand on les élève dans la hiérarchie des normes, on les sanctuarise, ils sont plus compliqués à modifier, évidemment. Et on a bien vu, pour prendre l'exemple, on a bien vu le sujet avec l'abolition de la peine de mort. Faire une petite comparaison. L'abolition de la peine de mort, si je vous dis en quelle année c'est en France, et tous dire 1981. Bon, ah oui, mais 1980, ça n'est que la loi. Ensuite, on a eu sur le plan international / européen, 1983, le protocole additionnel à la CEDH sur l'abolition de la peine de mort. On élève d'un cran. Et puis on continue en 2007, en France, on a inscrit à l'article 66-1, je crois, dans la Constitution, révision constitutionnelle, pour inscrire l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. Donc, il y a un intérêt à avoir des principes qui existent déjà, ça ou là, mais à les avoir unifiés dans un catalogue et à l'échelle internationale. Ça a un intérêt juridique tout à fait évident. Alors, voilà pour l'intérêt du pacte. Je pourrais poursuivre, mais si vous voulez, il peut y avoir des questions aussi là-dessus d'ailleurs, hein, sur l'intérêt pour les entreprises, par exemple, d'avoir des règles du jeu communes à l'échelle mondiale, l'intérêt pour les citoyens de pouvoir saisir le juge, etc. Mais bon, on pourra, si vous voulez, en discuter lors de la phase des questions. Troisième partie, après, donc, premièrement, les origines, deuxièmement, les raisons, troisièmement, le contenu, j'allais ajouter le contenu possible du pacte. Alors, je peux vous dire un mot du contenu du pacte que nous avons rédigé avec ce réseau de juristes en 2017. Et je vais le faire. Mais je le fais avec beaucoup d'hésitation et de prudence et de réserve. Pourquoi ? Parce qu'une de nos maladresses, il faut reconnaître ses erreurs, hein, c'est la mode, il faut se réinventer. Donc, une de nos maladresses sans doute, ça a été d'arriver à Nairobi en mettant sur la table de négociation un texte tout prêt, tout rédigé. Et ça a donné le sentiment aux États que les jeux étaient faits, qu'il n'y avait plus qu'à signer en bas, et donc ils ont dit non, nous, pourquoi pas, mais on veut discuter. Alors que notre idée était juste de donner un exemple, de donner à voir ce que pourrait être, par exemple, un pacte. Et pas d'avoir un texte figé. Mais on a eu beau le dire, le répéter, le message n'est peut-être pas assez bien passé. Donc là, je le redis, on a rédigé un texte qui n'est qu'un exemple. Et dans ce texte, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je le dis sous forme de boutade, mais moi personnellement, pourquoi ? Parce que c'est une négociation déjà entre juristes. Hein. On a pris soin d'ailleurs d'avoir ce côté international dans l'élaboration, puisqu'il y avait des juristes qui représentaient 40 pays différents. Et donc, on a déjà intégré un peu par avance les différentes sensibilités. Et donc, du coup, pas forcément d'accord avec tout, mais c'est un texte qui n'est pas nécessairement complet, il y a beaucoup de choses à rajouter, il y a des choses à enlever, bref. Mais dans le texte, en tout cas, qu'on a rédigé, on a commencé sur un peu les deux principes, disons, fondateurs de ce pierre angulaire de ce texte. On a commencé avec un droit et un devoir, un peu généraux. Le droit à l'environnement sain, premier article. Petit commentaire, d'ailleurs, sur chacun de ces principes, et on pourrait faire des colloques hein, sur chacun de ces sujets, sur le droit à l'environnement sain notamment. Bon. Mais petit commentaire, le droit à l'environnement sain n'est toujours pas reconnu aujourd'hui sur le plan international. La déclaration de Rio, en particulier, prend soin, contre toute attente, comme on dit chez les avocats, la déclaration de Rio prend soin de ne pas mentionner le droit à l'environnement sain. Il n'est pas dans la déclaration de Rio. Donc, ça serait déjà un progrès de l'avoir dans une nouvelle déclaration. Bon. Droit à l'environnement sain et, deuxièmement, le devoir de protection de la nature, le devoir de prendre soin de la nature, de conservation, de restauration, le devoir général de protection de la nature. Ça, ce sont les deux articles chapeau. Et puis ensuite, on décline et on peut imaginer toute une série de principes un peu plus spécifiques qui viennent décliner ces différents principes généraux. Et pour donner des exemples bien connus en matière de ce qu'on appelle parfois la démocratie environnementale,
on a les trois grands piliers, qui sont d'ailleurs les piliers de la Convention d'Aarhus, que vous connaissez peut-être, le droit à l'information du public, et Dieu sait si c'est un sujet sensible et important en matière d'environnement, comme en matière de santé, on le voit aujourd'hui, le droit à l'information, et Dieu sait si ce droit à l'information libre, etc., peut être compliqué dans certains pays. D'où l'intérêt d'ailleurs de dire que même si c'est déjà ce droit à l'information dans certaines conventions, le fait d'avoir un pacte mondial qui s'applique à tous les pays peut avoir aussi une utilité. Deuxièmement, la participation du public à l'élaboration des décisions environnementales. Et troisième pilier, l'accès à la justice environnementale. Bon, on décline à ce type de principe. Il y a des devoirs aussi, devoirs/principes, comme le devoir ou principe de prévention. Il vaut mieux prévenir en matière d'environnement parce que tout dommage est irréversible. Le principe de réparation des atteintes à l'environnement, principe de précaution, etc. Et puis, une série de principes aussi qui, eux, concernent peut-être plus les États en général et leurs relations, comme le principe de coopération, qui est très important entre les États en matière environnementale. Puis il y a quelques principes nouveaux, et notamment le principe de non-régression, qui existe maintenant en France, mais seulement dans la loi, donc pas dans la Constitution. C'est une petite lacune, hein, s'il fallait compléter d'ailleurs la Constitution, on pourrait rajouter le principe de non-régression, parce que du coup on pourrait l'évoquer contre des lois. Aujourd'hui, comme il n'est que dans la loi, on ne peut l'évoquer que contre des décrets, des actes réglementaires. Donc principe de non-régression, qui, voilà, quand on parle de ce qui se passe aux États-Unis avec le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, avec le retrait du Clean Power Act, on voit ce que peut vouloir dire un principe de non-régression. Voilà donc le contenu possible. Mais alors, encore une fois, ce contenu, ce qu'on a fait comme proposition, c'est vraiment très ouvert. Et il manque beaucoup de choses. Je crois que le moment est venu même, j'allais dire, le débat est ouvert pour vous, hein, le débat est ouvert. Quel autre principe on pourrait ajouter? Par exemple, il n'y a rien sur le bien-être animal. Peut-être que ça manque et qu'il faudrait, le moment serait venu d'inscrire dans un grand texte de ce type le bien-être animal. Si on voulait aller plus loin, les débats vont être plus enflammés, mais il y a tout le sujet des droits de la nature. Est-ce qu'il faut accorder des droits alors, à quoi exactement d'ailleurs? À une forêt, à un fleuve bon. Mais le débat est ouvert et ce qui est important, je trouve, c'est ce foisonnement de débats et d'idées et que tout le monde nourrisse la discussion. Et donc, c'est bien parce que ça me fait une transition avec ma quatrième et dernière partie, et j'en finis avec ça, sur les perspectives. Parce que les perspectives, c'est ce débat qui, je le souhaite, devrait avoir lieu. Parce que mon message un peu final et un peu conclusif. Ne laissez pas les États débattre tout seuls de ce genre de sujet. Parce que vous vous réveillerez et ce sera trop tard. En ce moment, les États sont en train de négocier le texte qui sera adopté en 2022 à Stockholm. Il y a deux choses qui sont sûres. Première chose, c'est qu'il y aura un sommet à Stockholm en 2022. Pourquoi Stockholm? Parce que tous ceux qui sont dans le sujet, je dois sans doute dire des choses que tout le monde connaît, mais bon, le savent, à Stockholm, en 1972, on a eu la grande conférence internationale qui a lancé tout le processus du droit international de l'environnement, et on va fêter en 2022 les 50 ans de Stockholm. Et Stockholm était candidate, et c'est quasiment bouclé, va très probablement accueillir la nouvelle conférence de Stockholm et qu'on commence tous à appeler Stockholm plus 50. Les 50. Stockholm plus 50. Donc, on est sûr qu'on aura ce sommet de la Terre. Et deux, on est sûr qu'il y aura un texte qui sera adopté. On ne sait pas encore bien lequel, probablement une déclaration, peut-être mieux, mais on sait qu'il y a un texte. Donc, on sait que les États sont en train de négocier le texte qui sera adopté en 2022. On est en 2020. Il ne faut pas se réveiller en 2023 en se disant c'est vraiment dommage, ce sommet a été raté. Je vous signale que c'est un peu, pour ceux qui l'ont vécu, moi je ne l'ai pas vécu, mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui l'ont vécu, le dernier sommet de la Terre en 2012 à Rio, qu'on appelait Rio plus 20,
Dire que ce sera un échec, ça serait sans doute excessif. Mais enfin, il n'en est pas sorti grand-chose. Et beaucoup de gens étaient mal à l'aise en revenant de Rio. On avait vraiment l'impression d'avoir fait un sommet pour les médias, mais qu'il ne s'était pas vraiment passé grand-chose. Donc là, on a 2 ans devant nous. Et il est essentiel que les États sentent la demande, j'allais dire la pression, mais même tout simplement la demande de la société civile, qui sentent que les citoyens souhaitent un texte ambitieux. Le débat est très ouvert sur l'appellation du texte. Est-ce qu'il faut l'appeler déclaration, pacte, charte, convention? Peu importe. C'est pas important. Le débat est ouvert sur la forme juridique aussi du texte. Est-ce que ce sera une simple déclaration politique ou un vrai traité international? Ou est-ce qu'on peut inventer quelque chose d'intermédiaire entre le droit souple et le droit dur? Parce qu'en fait, c'est un peu binaire tout ça. Il y a sans doute des idées aussi là-dessus. Et puis, le débat est ouvert sur le contenu aussi. C'est les 3 ouvertures, j'allais dire, la dénomination, la forme juridique, la nature juridique, et puis le contenu. Et là, il y a sans doute beaucoup de propositions à faire. En ce moment même, 2 co-facilitateurs ont été nommés. Les co-facilitateurs dans le jargon onusien, ce sont 2 ambassadeurs qui viennent d'être nommés et qui sont en train de mener des consultations informelles entre les États pour préparer la future déclaration qui sera adoptée en 2022. Ça y est, il y a un Estonien, Ado Lomus, et une Pakistanaise. Les 2 sont les représentants permanents de ces 2 pays à Nairobi, auprès du PNUE. Et donc, ils sont en train de lancer ces consultations. Il va y avoir quelques réunions des États d'ici 2021. Un point d'étape, l'UNEA, je le disais tout à l'heure, en février 2021, et puis ensuite 2020. Donc, il faut tous se mobiliser en faveur du pacte. Et je ne peux pas terminer, évidemment, et j'en ai fini avec ça, et pardon si j'ai été un petit peu trop long, mais je ne peux pas terminer cette petite intervention sans une page de publicité pour la Global Pact Coalition. On est en train de monter, et je le dis pour tous ceux d'entre vous qui ont envie de s'investir et de donner un peu de leur temps, ou même juste cliquer pour mettre un like sur ce qu'on fait et partager nos réseaux sociaux. Donc, on est en train de créer cette association. J'ai reçu le récépissé hier, c'est vraiment tout frais, de l'association, de la Global Pact Coalition, président d'honneur Laurent Fabius, qui se veut très ouverte. Vous pouvez tous être membres de la coalition, sans cotisation obligatoire d'ailleurs. L'idée, c'est d'avoir un nombre, en fait. Et on va lancer une grande campagne de signature à la rentrée de septembre. Donc, ce jour-là, on fera de la publicité pour que tout le monde puisse signer ça. Et il y a plein de moyens de soutenir le pacte. Il y a nous suivre sur les réseaux sociaux, s'abonner. Il faudra qu'on vous diffuse le nom du site internet, mais si vous voulez le noter tout de suite, c'est Global Pact Environment, collé, globalpactenvironment.org. Et vous pourrez vous procurer un magnifique t-shirt qui est le t-shirt du Pacte mondial pour l'environnement, que vous pouvez porter alors très agréablement chez vous en regardant Netflix pendant le confinement, ou bien en manifestant pour les Fridays for Future, pour soutenir le pacte, avec un slogan qui est au dos du t-shirt, qui est One Planet, One Pact. Et merci pour votre attention, et la discussion est ouverte sur toutes les questions que vous pourriez avoir. Alors, je sais que c'est toujours un petit peu délicat au moment de lancer la phase de questions. Les gens rassemblent leurs idées. Bon, c'est peut-être plus facile derrière son ordinateur, donc j'espère qu'il y aura des questions. Je suis tout ouvert à la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître, pour cette intervention intéressante, éclairante, introductive, qui contextualise beaucoup et qui soulève beaucoup d'enjeux. Merci à Kevin Richard qui a écrit en entier le site internet que vous mentionniez. À titre liminaire, avant de passer à la question-réponse, je tiens à vous manifester du soutien des ambassadeurs de la jeunesse dans votre démarche. Et ça serait avec plaisir que l'on s'associerait à vos travaux par l'intermédiaire de notre commission géopolitique de l'environnement. C'est formidable, on peut juger. Voilà. Pas besoin de signer un papier, on est partenaire. Voilà, on poursuivra des travaux avec vous au-delà de cette conférence. Alors, nous avons une première question de Joseph qui me semble très pertinente. Quels moyens
aura-t-on de s'informer des négociations internationales? Le problème est souvent la confidentialité des négociations, ce qui est d'une part normal, et je pense que c'est aussi votre rôle de rendre un petit peu cette actualité publique. Quelle réponse pouvez-vous donner à Joseph en la matière? Effectivement, vous venez de donner les 2 points. Premièrement, il y a une petite part de confidentialité, c'est vrai, mais encore que de ce point de vue, en réalité, aujourd'hui, le processus est très ouvert. Alors, premièrement, pour vous tenir informé, c'est très simple. Il y a sur le site du PNUE, UNEP en anglais, une page spéciale consacrée à ces négociations. Alors, évidemment, c'est toujours pour la trouver, la page, c'est pas simple. Hein. Un petit peu chercher moi aussi, parce qu'on tombe toujours dans le jargon onusien. Sa page est consacrée à la mise en œuvre de la résolution 73-333. C'est quoi cette résolution? C'est la résolution de l'AG de l'ONU. Après Nairobi, en août 2019, il n'y a même pas un an, qui en gros a dit on continue à négocier. Et elle mentionne la négociation nécessaire sur un pacte. Et donc, cette négociation actuelle se fait sous le chapeau de la résolution 73/333. Et donc, sur le site de l'INEP, vous avez toute une page, une rubrique consacrée à cette résolution, à la mise en œuvre de cette résolution, avec déjà quelques documents très utiles. Vous y trouvez, c'est accessible à tout le monde, vous y trouvez la lettre de nomination des 2 co-facilitateurs, vous y trouvez la feuille de route qui décline les prochaines réunions des États en juillet, en octobre, en janvier, etc. Enfin, tout est expliqué. Donc, un premier moyen de vous informer, c'est ça. Deuxième moyen de vous informer, c'est de vous abonner à la newsletter, de suivre tous nos posts, parce qu'on va de plus en plus maintenant, effectivement, vous tenir informé de ces négociations. Et ensuite, en réalité, le processus est assez ouvert. Il y a, vous savez, c'est maintenant devenu une petite tradition, il y a toujours, aux côtés des États, il y a toujours la présence, y compris physique, dans les enceintes de négociation, des ONG accréditées. Alors, il y a un processus d'accréditation auprès des instances de l'ONU, hein, mais il y a donc des ONG aussi qui assistent même aux discussions entre les États. Donc, il y a quand même pas mal de transparence et on va s'efforcer, nous, de plus en plus dans les semaines et les mois qui viennent, de donner toutes les informations sur l'évolution de ce processus de négociation. Je dois dire, mea culpa, que notre site actuel n'est pas encore à jour. C'est beaucoup ma faute, hein, parce que dans l'équipe, on m'a déjà envoyé des petits bouts de texte à rajouter et je n'ai pas encore le temps de le faire, mais on fait trop de choses à la fois. Mais il faut qu'on le mette à jour et il faut justement que notre site puisse, pour vous tous, hein, être une source d'information sur les négociations. Merci pour votre question. Alors, on enchaîne avec une autre question de Camille. Même si un pacte à l'échelle régionale aurait moins de sens et moins d'efficacité, la commission que vous présidez a-t-elle déjà envisagé de proposer quelque chose à l'échelle de l'Union européenne, qui s'engage sur la question du climat, ou du Conseil de l'Europe? Très bonne question et la réponse est oui. Alors, vous avez un très bon article sur le sujet d'une personne, je crois que son nom est Elisabeth Lambert, qui, reprenant un peu les travaux du Pacte mondial pour l'environnement, qu'elle cite, dit « mais on pourrait peut-être commencer par faire un pacte européen pour l'environnement à l'échelle de la CEDH, Conseil de l'Europe. Donc, on pourrait aussi imaginer à l'échelle des 27 États membres, mais bon, ce serait pas mal d'avoir cette caisse de résonance. Et il y a un lien en plus avec la CEDH, d'ailleurs, beaucoup de travaux qui se font dans cette direction. Je crois qu'il y a déjà eu un colloque à Strasbourg il y a quelque temps sur le sujet, autour du volet environnemental de la CEDH, disons. Et il y a un autre colloque, j'ai vu passer ça récemment, qui est organisé par le nouveau président de la CEDH, un jeune Islandais, dont le nom m'échappe, mais qui est le nouveau président de la Cour européenne des droits de l'homme, et qui s'appelle Human Rights for Planet, et qui tourne autour de cette idée. Ça peut avoir du sens, effectivement. Ça peut avoir du sens d'abord parce qu'il y a un besoin, parce que, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la CEDH a déjà reconnu l'existence du droit à l'environnement sain. Enfin, premièrement, elle a dû quand même faire un effort d'interprétation pour le
dégager ce droit à l'environnement sain. Et puis, c'est juste un seul des droits environnementaux. Il y a tout un catalogue et qui n'existe pas, le droit à l'information publique, à la participation. Ça pourrait être très utile d'avoir ce texte, et ça peut être utile en plus dans un contexte diplomatique compliqué à l'échelon international, Trump, la Russie, bon, de se dire au moins commençons par un pacte européen. Et je crois assez au fond d'ailleurs que tout ça est complémentaire parce que on a les pactes internationaux de 66 en matière de droits de l'homme, dont je parlais tout à l'heure, on a l'échelon international, ça n'empêche pas d'avoir aussi des conventions européennes, d'un côté des conventions régionales européennes, il y a la convention interaméricaine des droits de l'homme, qui est aussi très intéressante, qui a d'ailleurs été le fondement d'une décision récente sur le droit à l'environnement sain aussi là-bas. Il y a la Convention africaine. Donc, on peut tout à fait avoir un système de déclinaison à l'échelon régional de ce type de pacte. Merci pour votre réponse. On enchaîne avec une question de Chloé Henry. Bonjour, merci pour votre conférence de qualité. Pourriez-vous revenir sur la différence entre le principe de prévention et le principe de précaution? Ah, alors ça me ferait presque penser à une question qu'on pourrait poser à un étudiant au moment d'un oral de droit de l'environnement. Dites-moi quelques mots de la différence entre le principe de précaution et le principe de prévention. Non, mais pour faire simple, hein, pour faire très simple, le principe de précaution concerne l'hypothèse très particulière de l'incertitude scientifique. Que doit-on faire? C'est la question de la gestion de l'incertitude. Quand on n'est pas sûr de quelque chose, il y a le docteur Raoult qui vous dit « moi je suis sûr que », mais en fait, personne n'en est sûr, par exemple. Donc, incertitude scientifique. Alors que le principe de prévention concerne les cas où le risque lui-même est certain. Il y a beaucoup d'hypothèses dans lesquelles les risques sont certains. Et pour donner un exemple en matière d'environnement, aujourd'hui, les scientifiques ont établi le lien, d'une manière certaine, entre les émissions de gaz à effet de serre d'un côté et le réchauffement climatique de l'autre côté. Donc aujourd'hui, on peut dire que éviter les émissions de gaz à effet de serre, c'est de la prévention, parce qu'on sait que ça a un effet. Le lien de causalité est établi scientifiquement. Mais dans les années 90, 87 en particulier, c'est le rapport Brundtland, parce que c'est lui qui lance l'idée notamment, on n'était pas certain de ce lien. Il y avait encore une incertitude scientifique. On n'était pas sûr. On voyait bien qu'il y avait peut-être un, mais ce n'était pas sûr. Donc ce qu'on a dit, on est par précaution. Même si on n'est pas certain, il ne faut pas ne pas agir. C'est d'ailleurs un principe, non pas d'inaction, mais c'est un principe d'action. C'est l'idée que même si on n'est pas certain de la causalité entre les émissions de gaz et le réchauffement climatique, ça ne doit pas être une cause pour ne rien faire. Il faut agir tout de même, d'où le principe de précaution pour gérer l'incertitude scientifique. C'est pour ça qu'on le retrouve dans la déclaration de Rio, c'est pour ça qu'on le retrouve dans la convention cadre de 92 sur le changement climatique, ce principe de précaution. Aujourd'hui, il n'a plus lieu d'être en réalité en matière climatique, mais il y a certains domaines, souvent en matière de santé d'ailleurs, où il peut effectivement être utile. Merci. On a une question de Florence. Quelle est la position de la France aujourd'hui concernant le pacte? Forme du texte, contenu, ajout possible, etc. C'est compliqué parce que, d'ailleurs, d'une manière générale, j'ai découvert qu'il est compliqué de connaître la position d'un pays parce que ça dépend, mais ça c'est pareil, si vous me posiez la question de quel que soit le pays, la position du Mexique, la position de la Chine, la position de… Selon que vous vous adressez à l'ambassadeur présent à Paris pour représenter ce pays, ou à l'ambassadeur qui représente ce pays à l'ONU, ou à celui qui est à Nairobi, ou au ministre de l'Environnement de ce pays dans sa capitale, il y a un pays, c'est beaucoup de positions, et il y a tout un travail de coordination interne, souvent au sein d'un pays, pour dégager la position du pays. Donc, mais la France, c'est le pays qui a lancé le pacte. C'est le pays, c'est l'idée, trop d'ailleurs. Le pacte est vu comme l'idée de la France. Ça a été une deuxième erreur, peut-être d'ailleurs, dans deuxième explication des difficultés diplomatiques, c'est que ça a été vu comme une idée de la France, que la France avait lancée sans co-construire le pacte avec les autres. Mais donc, la position de la France, elle est tout à fait clairement, évidemment, favorable au pacte. Après, il y a le souhaitable, c'est un pacte mondial pour l'environnement. Le président Macron en parle beaucoup dans beaucoup de ses discours à l'international. Donc, c'est l'idéal.
Ça, c'est le souhaitable. Puis il y a le possible. Et dans le possible, alors la France, quelles sont les marges de négociation? Est-ce qu'ils sont prêts à rabattre un peu des ambitions sur la forme, le contenu? Ça, je ne sais pas bien encore. Ce que je peux dire, et ça c'est aussi un point compliqué dans la négociation du droit international de l'environnement, c'est que la France, si je le disais d'une manière un petit peu caricaturale, n'a pas beaucoup voix au chapitre parce que c'est l'Europe, c'est l'Union européenne qui représente les États membres dans les négociations. Le sujet de l'environnement, c'est une compétence partagée à l'échelon européen, et ça veut dire que dans les forums internationaux, c'est l'Union européenne, le représentant de l'Union européenne, qui prend la parole pour dire quelle est la position des pays de l'Union européenne quand il y a une négociation. Et ça s'est passé comme ça à Nairobi, j'y étais. Et c'est très frustrant, parce que le représentant de la France voudrait parler. Il y a l'enceinte, il y a 193 États, et la France ne parle pas. Elle n'a pas le droit pratiquement de parler. Alors, d'ailleurs, ils ont essayé de faire une exception à cette occasion, ils ont négocié avec les 27 autres États pour que la France puisse parler, mais l'Allemagne, qui n'était pas très partisane du pacte, à ce moment-là, a demandé, bon, si la France parle, moi aussi je vais parler, parce que normalement, on n'a pas le droit de parler. Et donc, le fait qu'on ait cet échelon européen complique beaucoup, parce que du coup, en ce moment, au Quai d'Orsay et au ministère de l'écologie, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est comme pour tout traité international, ils sont en train de commencer par préparer la position de l'Union européenne, c'est le premier, et ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord à 27, alors on pourra avoir une position de l'Union européenne. Mais la première étape, le premier sas de décompression, c'est cette discussion à 27 qui est assez compliquée. Merci, on va passer à la question suivante. Je précise qu'on a de très nombreuses questions, donc ne soyez pas frustrés si jamais nous ne parvenons pas à répondre à toutes les questions. D'être prêt pour mes réponses, alors. Mais dans tous les cas, vous pourrez obtenir une réponse puisqu'on vous mettra en contact et vous pourrez poursuivre au-delà. Camille vous demande quelle est exactement la décision de la CEDH consacrant un droit à l'environnement sain sur le fondement de l'article 2. Ah, alors là, écoutez, le plus simple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en plus, et qu'en plus, je n'ai pas beaucoup de mémoire, vous voyez, on peut quand même s'en sortir dans la vie sans beaucoup de mémoire. J'ai plus l'arrêt en tête, il y a toute une branche de la jurisprudence avec une série d'arrêts qui interprètent l'article 2, mais le raisonnement, je ne sais pas quel est exactement, les références, vous les trouvez facilement sur Internet. Bon, mais disons que ce que moi j'aurais envie de dire, c'est que c'est le travail naturel de tout juge, qu'on sous-estime souvent d'ailleurs, vu de loin, c'est les potentialités d'un texte, la richesse d'un texte. Et il y a souvent beaucoup d'arrêts qui font dire à un texte ce que peut-être les auteurs au départ n'avaient pas vu, n'avaient pas pensé. En 1950, quand on a adopté la CEDH, évidemment, on ne pensait pas trop à l'environnement. Mais c'est normal, c'est légitime, c'est le travail nécessaire du juge de procéder à une lecture actualisée dans un contexte nouveau d'un texte même ancien, et c'est ce que la CEDH a fait. Merci. Alors, on a une question de Mélanie. Loin de paraître sceptique, quelles alternatives envisagez-vous si ce projet échouait en 2022? Pour faire simple, avez-vous pensé à un plan B au cas où les États refusaient finalement à s'engager en 2022? Oui, bien sûr. Alors là, bon, il faut jouer entre, un peu tout à l'heure ce que je disais, le souhaitable et le possible. Bon. Disons que l'idéal, plan A, c'est l'adoption en 2022 du Pacte mondial pour l'environnement. Disons que si ça ne devait pas être le cas, et il faut être réaliste, 2022, enfin, dans l'échelon international, c'est très très court. Vous savez qu'entre la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée en 1948 et les pactes internationaux qui ont transposé en quelque sorte cette déclaration dans les traités, ils ont été adoptés en 1966, donc 1966, il s'est passé du temps. Donc, si ça n'est pas dès 2022, disons, le plan B, ça serait d'essayer de continuer le travail pour qu'on arrive un jour vers le pacte mondial pour l'environnement. Si je voulais être optimiste, il y a une phrase qui dit qu'il faut avoir le pessimisme de la raison, mais l'optimisme de la volonté. Et donc, si je voulais être quand même optimiste, avec le recul, je me dis qu'il est évident qu'un jour, on aura un pacte mondial pour l'environnement. C'est comme vous faites un puzzle,
c'est la pièce qui manque, c'est the missing piece of international environmental law. Il manque un pacte mondial. Un jour, on va l'adopter et un jour, on dira, mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Donc, il faut être persévérant, il faut continuer. Si ce n'est pas en 2022, ce sera après. Et ce qu'on pourrait avoir comme, disons, solution de repli, c'est de dire qu'on n'a peut-être qu'une déclaration en 2022, mais si au moins on pouvait acter déjà dès 2022 et empocher ça, l'idée qu'on continue la réflexion vers un pacte mondial, même peut-être qu'on ouvre des négociations, cette fois-ci sur le pacte, un vrai traité legally binding, ça serait déjà pas mal. Donc il y a quand même entre l'échec complet et la réussite, il y a des solutions un peu intermédiaires qui seraient quand même satisfaisantes aussi. Question de Léo Béger Duclos. Comment intégrer l'ensemble des démarches du secteur privé en termes de CSR dans ce pacte? Comment envisagez-vous intégrer ce soft law non coercitif pour donner un cadre juridique aux engagements des entreprises? Excellente question. On a travaillé complètement dans ce sens quand on a rédigé le pacte. D'ailleurs, on a eu plusieurs versions. Il y a eu une des versions du pacte où on avait repris en fait les principes qui existent déjà en droit souple pour la RSE en matière d'entreprise. Et vous connaissez peut-être ce texte, d'ailleurs ça m'embête souvent parce que les gens le confondent avec le pacte mondial, c'est le Global Compact. Un texte qui s'appelle le Global Compact et qui est un texte de droit souple qui comporte 10 principes pour les entreprises. Et ce sont des principes de RSE, pas seulement d'ailleurs en matière d'environnement, mais aussi en matière sociale, le travail des enfants, etc. C'est 10 principes. Et donc, on avait même pensé reprendre la partie donc, de ce droit souple, Global Compact, qui concerne l'environnement, pour en faire du droit dur dans le pacte mondial pour l'environnement. On s'est rabattu finalement, après des échanges, sur une version un peu plus soft, si je puis dire, qui consiste à avoir un article du pacte sur les entreprises, enfin, sur les acteurs de la société civile, dont les entreprises, en disant qu'elles doivent aussi contribuer. Mais ça fait partie des idées qu'on peut évidemment mentionner. Pourquoi ne pas avoir un vrai parti dans le pacte sur les engagements des entreprises? Tout à fait. Et pardon, parce que sur le sujet des entreprises, il y a peut-être une autre question là-dessus, mais on a eu beaucoup de contacts avec les entreprises et comme souvent d'ailleurs, ce monde est assez hétéroclite en fait. Il y a entreprises et entreprises. Il y en a qui sont, comme toujours, un peu traditionnalistes, opposés. Bon, c'est parfois une question de génération. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui maintenant ont compris et sont passées vraiment de l'autre côté. Il y a un changement culturel du côté de la croissance verte, du business aussi qu'on peut faire avec tout ça, et qui sont très favorables au pacte. On a réussi à convaincre beaucoup d'entreprises. Et notamment, on a convaincu, et on a avec nous la Chambre de commerce internationale. Je ne sais pas si vous savez, les Français confondent parfois avec les chambres de commerce locales. La Chambre de commerce internationale, c'est un organisme mondial qui représente toutes les entreprises, qui est d'ailleurs le seul organisme représentant les entreprises accrédité à l'ONU. Et donc, ce représentant mondial des entreprises est favorable au pacte et nous soutient et a souvent sorti des textes en faveur du pacte. Donc, ils sont bien conscients de l'utilité d'un pacte aussi pour les entreprises. Je dois même dire, pardon, ma réponse est trop longue, mais je dois même dire pour l'anecdote que parfois, ça nous complique la tâche parce que nous, on veut convaincre tout le monde et surtout et d'abord, évidemment, les ONG. Et parfois, les ONG, voyant que les entreprises sont favorables, se disent, bon, c'est pas normal, il doit y avoir quelque chose. Voilà, donc, on essaye de convaincre tout le monde, mais en fait, tout le monde a un intérêt à avoir un tel type de texte. J'ouvre une parenthèse d'ailleurs sur la question des entreprises. Dans le cadre des activités des ambassadeurs de la jeunesse, on a un programme intitulé Les rencontres géoéconomiques où on réunit des entreprises de tout secteur et de toute taille autour de la table, sous la règle de Chatham House, où on échange très librement sur de grandes questions contemporaines. Peut-être serait-il intéressant et utile de vous réunir tous ensemble. Avec plaisir. D'organiser une rencontre ultérieurement. On a une question, alors c'est une question qui va vous concerner pour le cadre de votre association, de Céline. En tant qu'élève en sciences politiques, je serais ravie de participer activement à l'association. Cependant, mes talents de juriste ne sont pas exceptionnels. Mes compétences de politiste seraient-elles utiles? Alors, l'association, je vous rassure, n'a pas besoin de juristes. Nous avons besoin de citoyens qui s'engagent.
on a un groupe, un noyau dur, une équipe de communication. J'en vois quelques-uns qui sont connectés. Je salue Pierre Chapsal, que je vois devant moi d'ailleurs au passage, et beaucoup d'autres qui sont connectés, qui sont investis et qui font un énorme travail extraordinaire. Je dirais qu'on n'a pas tellement besoin, il peut y avoir des choses, on n'a pas tellement besoin d'analyse juridique, de choses comme ça. Ce dont on a besoin, c'est de soutien, c'est-à-dire des gens qui sont un peu ambassadeurs du pacte en termes de com, hein, tout bêtement, j'allais dire, voilà, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui signent quand il faut signer, qui envoient, on est en train de réfléchir à beaucoup de choses de ce genre, d'ailleurs, pourquoi pas des lettres d'interpellation pour parler du pacte à nos dirigeants. Alors en France, ça va, ils sont tous déjà convaincus, mais ça aurait du sens aux États-Unis, par exemple. Voilà, donc c'est ce type d'action, mais ce qu'on va faire pour tous ceux qui le souhaitent, de toute façon, c'est qu'on va créer dans le site internet une rubrique, on est en train de la concevoir, une rubrique nous soutenir pour tous ceux qui veulent s'engager, et on donnera des exemples de tout ce que vous pouvez faire, et vous verrez, c'est pas la peine d'être juriste. Alors, question de Pascaline. Le pacte pourrait-il prévoir une instance juridictionnelle pour permettre sa mise en œuvre concrète et une sanction au niveau international en cas de mauvaise ou non-application? Alors, la réponse est oui, bien sûr, mais oui, mais d'abord, dans le projet qu'on a rédigé, on a d'ores et déjà prévu une instance quasi juridictionnelle, comme on a souvent dans ce type de traité, c'est-à-dire un comité de compliance qui vient vérifier, qui n'est pas une vraie juridiction, mais qui a quand même un rôle, les États lui rapportent. On peut imaginer que même des ONG puissent saisir ce comité en cas de manquement au pacte, etc. Bon. Après, ce que je voulais juste dire, c'est que dans l'idéal, c'est une espèce de schéma idéal de la gouvernance mondiale de l'environnement, ça serait un triptyque entre un pacte, une cour internationale de l'environnement, qui aurait notamment pour mission la mise en œuvre de ce pacte, et troisième élément du triptyque, évidemment une organisation mondiale de l'environnement, une véritable organisation stable, avec un pouvoir normatif, avec de vrais financements stables, etc. Maintenant, si on dit ça aux États, comme ça va être très compliqué. Vous savez, les États, c'est un peu comme des oiseaux sur une branche. Si vous arrivez trop vite, ils s'en vont tous et il n'y a plus personne. Donc, il faut y aller tout doucement, sujet par sujet, et puis essayer de les convaincre. Donc là, pour l'instant, le pacte, on n'a pas abordé la question d'une éventuelle juridiction. Alors, on a une question. Est-ce que le Green Deal de la Commission européenne fait l'articulation avec le pacte? L'un ne risque-t-il pas d'occulter l'autre, ou pouvons-nous espérer une convergence constructive? Je n'ai pas entendu le début de la question. Est-ce que le Green Deal de la Commission européenne fait l'articulation avec le pacte? Non, oui, non. Alors, l'appellation ressemble un petit peu, mais ce sont des choses très complémentaires. Le Green Deal, c'est plutôt sous l'angle budgétaire. C'est un ensemble d'actions budgétaires, législatives, l'économie circulaire, etc. On est déjà dans les soutes et dans la machinerie. Hein, donc, c'est tout à fait complémentaire. D'ailleurs, la Commission européenne soutient le pacte très vivement. Le directeur général de l'environnement, qui est un type super et qui est un juriste, a tout de suite vu l'intérêt du pacte. Et il intervient souvent dans les colloques en disant, avec cette petite boutade, en disant le pacte mondial pour l'environnement est une magnifique idée, c'est une tellement belle idée que je ne comprends pas pourquoi la Commission européenne ne l'a pas proposée, ne l'a pas eu elle-même. Et donc, la Commission européenne est plutôt favorable, même si ça dépend d'ailleurs des commissaires. Mais bon. Autre question de Pont-Guy Brice. Merci pour cette riche communication. Mon pays, le Congo-Brazzaville, a affiché sa volonté de soutenir cette initiative. Je ne doute pas que cette position change d'ici 2022. Quelle peut alors être notre contribution concrète au niveau national dans le cadre de la mobilisation recherchée? D'abord, au début, le Congo soutient ou ne soutient pas? Je ne sais pas bien. Alors, mon pays, le Congo-Brazzaville, a affiché sa volonté de soutenir cette initiative. C'est ça, de soutenir, le soutien, c'est bien ce qui me semble. Je crois qu'on a un grand soutien de la plupart des pays d'Afrique francophone. On a fait un colloque à Dakar notamment qui a été un beau succès. Écoutez, exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. On a besoin de vous, on a besoin de toute l'Afrique. C'est très important. L'Afrique est tout à fait concernée par la protection de la planète. Il y a une vraie prise de conscience d'abord les ressources naturelles, est-ce que c'est une richesse et qu'elles risquent d'être complètement appauvries
par des industriels et qui ne respectent pas le caractère renouvelable de ces ressources. Il y a une croissance verte qui est possible. Et donc, je crois que maintenant, il y a une vraie prise de conscience. Et ce que vous pouvez faire, c'est nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on est en train d'essayer de développer un réseau des ambassadeurs du pacte. On en a déjà dans une bonne trentaine, dans pas mal de pays. Donc, eh bien, cher monsieur, si vous souhaitez nous aider au Congo-Brazzaville, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, ce sera avec un grand plaisir. Question de Sarah. Pensez-vous que dans l'hypothèse où Trump n'est pas réélu en 2022, cela débloquerait cette réticence des États s'opposant à un pacte mondial au niveau onusien? Là, c'est vraiment difficile de faire des prévisions. Je serais prudent. Je serais prudent parce qu'en réalité, les États-Unis, et quel que soit le président, et qu'il soit démocrate ou républicain, ont toujours une grande réticence vis-à-vis des traités en général, et on le voit bien avec l'OMS, hein, et des traités en matière environnementale en particulier. Les États-Unis, par exemple, n'ont pas ratifié beaucoup de grands traités, notamment la convention, si je ne dis pas de bêtises, la convention sur la biodiversité. Là, ils se retirent de l'accord de Paris. Donc, je ne sais pas. On peut quand même espérer. Voilà. On peut espérer qu'avec un président démocrate, on aurait plus de soutien des États-Unis ou au moins une certaine neutralité, voilà, bienveillante. Parce que ce que j'ai eu l'occasion de dire d'ailleurs aux représentants des États-Unis à Nairobi, que vous soyez opposé au pacte, c'est une chose, mais ne le signez pas. Ne le signez pas, mais n'empêchez pas les autres pays qui veulent aller plus loin d'avoir ce type de texte. Question d'Estelle. Bonjour à tous et merci Maître pour cette conférence. Si le pacte prenait finalement la forme d'une déclaration politique internationale et non d'un traité, quid de son application concrète, de son invocabilité dans les pays membres? Le critère de création de droits pour les individus semble, lui, déjà rempli, mais s'il s'agit de principes dans une déclaration, pourront-ils être considérés comme des normes suffisamment claires et précises, dignes, entre guillemets, d'invocabilité en droit interne? Sinon, comment s'en assurer? Alors, la réponse est non, malheureusement. Une déclaration, c'est de la soft law, surtout une déclaration politique, parce qu'il y a plusieurs catégories de déclarations. Mais bref, c'est de la soft law, ça veut dire que ça n'est pas juridique, ce n'est pas un acte juridique. On ne peut pas l'invoquer devant un juge, quel qu'il soit précis, pas précis, c'est sa nature juridique qui fait que ça n'est pas plus invocable devant un juge qu'un communiqué de presse. Ça n'a pas plus de valeur que ça. C'est un peu comme si nous, à la fin de ce colloque, on adoptait une déclaration, la déclaration du webinar des ambassadeurs de la Genève. Ça n'aurait pas plus de valeur que ça. À la fin d'un grand colloque international qui est Rio ou Stockholm, on adopte une grande déclaration. Ça n'a pas de valeur. Question de Michel. Pourriez-vous préciser en quoi et pourquoi l'Allemagne n'a pas le même droit à un environnement sain que la France et est réticente à son adoption? C'est compliqué. Pourquoi l'Allemagne est réticente? Et d'ailleurs, on a créé un petit groupe Allemagne au sein des jeunes pour nous aider à comprendre ça. Je signale au passage que s'il y a des volontaires, dans tous ceux qui nous écoutent, là où on peut avoir des vrais besoins et avec des vraies compétences spécifiques, c'est notamment, donc, c'est comme je le disais tout à l'heure, monsieur du Congo, dans d'autres pays, ça a besoin dans d'autres. Si vous laissez bien l'Allemagne ou le Pérou, peu importe, ça n'hésitez pas à nous contacter. On a besoin. Alors pour l'Allemagne, il y a des raisons juridiques et des raisons peut-être psychologiques, politico-psychologiques. Il y a des raisons juridiques d'abord, c'est que les juristes allemands nous expliquent que chez eux, en droit allemand, la consécration d'un droit subjectif a toute une série de répercussions, notamment de droit à agir, de pouvoir de saisir les juridictions. Et quelque part, un député allemand me disait ça, il y a cette espèce de rigueur et de sérieux. Nous, le problème, c'est que quand nous, les Allemands, on signe un traité, ensuite on le respecte, nous. Ensuite, on le respecte sérieusement. Et donc, si on se lance dans le droit, alors, on va vraiment le respecter. Mais alors, ça va avoir des conséquences en chaîne sur toute une série, effets dominos, bref, sur leur. Alors, il y a des réticences juridiques. Et on sent aussi qu'il y a des sujets un peu politiques derrière, un peu plus compliqués. Peut-être est-ce que les industriels allemands pas très allants sur le sujet, mais ça a été un peu vu comme un projet au départ, hein, peut-être qu'on aurait dû associer les Allemands plus tôt, mais un projet français que Macron avait développé sans consulter Angela Merkel. Et donc,
Après, ils avaient du mal à se rattacher au sujet. Donc, il y a aussi cette petite dimension psychologique peut-être. Question de Lys Diaz. La proposition d'un pacte est alléchante, mais semble insuffisante pour assurer la protection de l'environnement. Soft law ne fait pas loi. Avez-vous réfléchi à la possibilité de créer une personnalité juridique à la planète, avec éventuellement son droit, son juge, son avocat? Alors, sur la première partie, tout à fait d'accord, ça j'aime le dire et le redire, le pacte mondial pour l'environnement, ça ne va pas régler tous les problèmes demain, hein. Ça n'est pas évidemment suffisant. C'est une pièce importante de l'édifice, ça pourrait même devenir une pièce majeure, mais le droit, d'abord, il n'y a pas que l'outil du droit, il faut des finances, il y a l'économie, il y a des tas d'actions quand on veut améliorer la situation de la planète. Donc, il y a le droit. Le droit est important parce que c'est quand même le cadre, les règles du jeu, le cadre de l'action. Il faut que les règles juridiques, il faut les modifier, il faut qu'elles soient plus ambitieuses pour la planète. Bon. Donc le pacte pour l'environnement ne suffira évidemment pas. Les droits de la nature, s'il faudrait un autre colloque. Il faudrait un autre colloque. Ce que je voudrais dire là-dessus, moi, mais très, 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 très rapidement, il y a un vrai problème pratique et juridique, et il y a des réponses qui sont peut-être qui posent des problèmes, elles, plus théoriques. Le vrai problème pratique, qui est mentionné dans la question, c'est pour ça que je suis c'est comment représenter la nature. C'est la question de la représentation de la nature devant les juridictions. C'est une question qu'on s'est posée à propos du préjudice écologique pur. Si demain une industrie pollue la rivière et qu'elle tue des poissons, si on tue des abeilles, si on sait le préjudice écologique pur, qui n'ont pas de propriétaire, comment aller devant le juge? Qui représente les abeilles? Qui représente les arbres? Qui représente les... Ça, c'est une vraie question. Il y a des solutions techniques. Il peut y avoir un médiateur de l'environnement. C'est une question défenseur de la nature, par exemple. J'ai fait une proposition là-dessus dans un article à la JDA. Pourquoi pas? Maintenant, la question de donner des droits au sens subjectif tels qu'on les conçoit, elle est évidemment pas très conforme à notre conception occidentale, mais qui mérite d'être révisée aussi. Et disons que moi, je suis juste très ouvert au débat, parce que je trouve assez sympathique dans notre monde universel que des peuples avec d'autres cultures, et en particulier tous les peuples autochtones qui ont une autre relation à la nature, nous conduisent à nous remettre un peu en cause. On est un peu trop, je trouve, pétri de certitude. Et c'est assez, en fait, sain d'avoir le débat et d'essayer de s'interroger sur est-ce que, et c'est vrai que philosophiquement, en tout cas, la place de l'homme comme centre du monde, c'est fini. Ça fait longtemps qu'on a compris que l'homme n'est pas voilà, extérieur à la nature, maître et dominateur de la nature, comme disait Descartes. L'homme fait partie de la nature. Et du coup, ça peut effectivement avoir des répercussions juridiques. Pourquoi pas? Mais là, le débat est long. Avant de clôturer, on va prendre encore 2 questions. Alors Stéphanie, merci pour cette séance d'enrichissement intellectuel. Quelles mesures prenez-vous pour que l'idée du pacte ne soit plus vue comme une idée de la France, mais un besoin, une idée mondiale? Alors, on fait ce qu'on peut, mais l'idée, ça serait d'avoir, du côté des citoyens, un maximum de citoyens du monde entier qui demandent un pacte. C'est ce qui se passe alors avec le réseau des ambassadeurs, c'est ce qui se passe du côté des juristes. Et là, le réseau des 100 juristes, de ce point de vue, est très utile. On a lancé un appel des 100 juristes en faveur du pacte qui a été signé donc, par des gens de 40 nationalités. Ça a contribué à montrer que le pacte n'était pas qu'une idée française. Ça, c'est nous ce qu'on peut faire à notre échelon, j'allais dire société civile. Ce qu'il faudrait, et ça ne dépend pas de nous malheureusement, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait quelques grands États qui vraiment, non seulement soutiennent, comme le font certains, hein, on a des pays qui sont assez engagés, le Sénégal, j'en parlais tout à l'heure, Mexico, on a quelques pays engagés. Mais il faudrait qu'ils soient vraiment acteurs, qu'ils portent, que l'idée soit soutenue par une bonne dizaine d'États, un noyau dur des amis du pacte. Et ça, c'est les diplomates qui doivent travailler à ça. Et ce dont je parlais tout à l'heure est un vrai obstacle. Hein.
le problème de la négociation qui se joue d'abord au niveau européen. Alors, en Europe, l'Espagne est assez favorable, l'Italie aussi d'ailleurs. Mais ça complique quand même assez la tâche pour construire un réseau des amis du pacte avec d'autres États. Alors, j'espère que Lys Diaz ne m'en voudra pas de ne pas relayer ces deux autres questions. J'en ai relayé une et j'espère qu'elle comprendra mon choix au niveau de la modération. Et pourtant, ces questions d'un point de vue du droit international sont très pertinentes et j'espère qu'en privé, elle pourra vous les poser et que vous pourriez lui répondre. On a une question de Jean-Marie Collin, qui est porte-parole de ICANN France, que je salue. Nous avons des connaissances en commun, dont le général Bernard Norlin, le colonel Claude Lefebvre, avec qui on travaille beaucoup. Bonsoir, merci aux ambassadeurs de la jeunesse et de votre intervention, explication. Ce pacte est important. J'avoue avoir du mal à, en reprenant vos mots, croire qu'en France, les hommes politiques sont tous convaincus de ce pacte. En effet, si je regarde les articles 1, droit à un environnement écologiquement sain, article 2, devoir de prendre soin de l'environnement, article 5, prévention, et 7, dommages à l'environnement, tous ces articles sont en contradiction directe avec la politique de dissuasion nucléaire menée par la France. Est-ce à penser que les hommes politiques ne lient pas ces deux thématiques, protection de l'environnement et armes nucléaires, en vous remerciant? Alors, en fait, là, de ce point de vue, c'est assez simple de répondre. C'est que tous ces articles existent déjà en France. On les a dans la charte de l'environnement, qui a une valeur constitutionnelle, qui a été adoptée en 2004 à l'initiative du président Jacques Chirac. Et donc, on a déjà dans la Constitution le droit à l'environnement sain, le devoir de protéger l'environnement, le principe de précaution, le principe de... Ça existe déjà dans la Constitution. C'est vrai que nos diplomates français, face au projet de pacte, ont évidemment toujours les préoccupations par rapport à la dissuasion nucléaire, par rapport aux essais nucléaires, par rapport à ce type de questions. On a d'ailleurs mis un article qui a suscité quelques discussions sur la protection de l'environnement en cas de conflit armé, qui est dans le projet de pacte. Je vous invite à le regarder. Mais donc, en fait, du coup, les hommes politiques, je crois, ne se posent du coup pas de questions, puisque ces principes existent en droit français, déjà. L'intérêt, d'ailleurs, c'est là où la France a tout intérêt à soutenir ce texte, c'est que c'est au fond, quelque part, il ne faut pas le dire comme ça, bien sûr, parce que ce n'est pas très vendeur, mais c'est à peu près la charte constitutionnelle de l'environnement française, mais développée, enrichie et qui est transposée à l'échelle internationale. Donc, de ce point de vue, en France, les principes sont déjà consacrés. C'est surtout peut-être pour d'autres pays qu'on aurait des innovations. Alors, je voulais dire, juste pour terminer au cas où, mais je vais vous laisser peut-être, mais je ne veux pas oublier, je vous le redis, de vous dire, si vous avez des questions, parce que c'est vrai qu'on a sans doute encore beaucoup de questions, vous pouvez alors d'abord aller sur notre site pour vous abonner à la newsletter et autres, mais vous pouvez aussi nous contacter et on trouve sur le site, comme d'habitude, l'adresse contact@ pour nous saisir et n'hésitez pas, c'est contact@globalpactenvironment.org. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes les questions qu'on n'a pas pu aborder, j'en suis bien désolé, et c'était passionnant d'avoir toutes ces questions. Eh bien, merci beaucoup, c'est vous qui avez été passionnant, maître. Merci à toutes et à tous pour votre participation assidue à une heure de pointe. Merci pour tous vos efforts de vous être rendus disponibles. Cette conférence sera en libre accès sur notre chaîne YouTube. Elle sera relayée sur les différents réseaux sociaux de votre côté, de notre côté. Et au plaisir d'engager des efforts en commun. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.